Il m'a équipé d'un micro et il m'a dit démerde-toi. Voilà, je ne connais rien. On est sur une transition photovoltaïque. Oui. Alors, expliquez-moi, qu'est-ce que c'est que le photovoltaïque et quelles sont mes possibilités? Alors, le photovoltaïque, c'est la capacité d'aller chercher de l'énergie électrique via le soleil. Grâce à des capteurs et des onduleurs qui vont transformer ce courant. On a plusieurs accès à ça. Ça va être soit l'autoconsommation. Okay. Donc le but, c'est de faire baisser la consommation électrique d'un bâtiment grâce à un apport d'énergie externe qui vient par le soleil. Il y a une autre partie qui était ce qui a été fait au début, qui était plus un placement financier, qui était la revente totale. C'est-à-dire qu'on crée une énergie qu'on revend directement au réseau. Ça peut être l'équivalent si on mettait un locataire sur sa toiture. D'accord. Le dernier point d'accès, ça va être tout ce qui est site isolé. Quelle est la différence entre un site isolé et l'autoproduction? La notion d'être accordé à un réseau ou pas. Et en termes de matériel. En termes de matériel, par exemple, sur une autoconsommation, on va devoir se caler avec des normes particulières, ce qu'on appelle la VDE, qui vont devoir nous mettre en corrélation avec le réseau électrique. D'accord. Ce qui fait que mes panneaux produisent. C'est ça. J'alimente ma maison. C'est ça. Mon surplus repart sur le réseau. Repart sur le réseau. Et va au plus court. Donc généralement profite à mon voisin. Et pour le site isolé, il n'y a pas de renvoi sur un réseau. Je fais l'égoïste et je garde mon énergie, quoi. Alors l'égoïste non, parce que pour le coup ça évite un groupe électrogène, ça évite une consommation carbone démesurée. Ça permet aussi de venir amener de l'électrification, comme dans des écoles au Pérou, ce genre de choses, dans des endroits en montagne, ça peut amener, voilà, c'est égoïste non. D'accord. Une autre approche de l'énergie. Quel va être l'avenir? Ça c'est une bonne question. On a une filière qui s'est stabilisée sur ces dernières années, qui s'est épurée. On est passé du carcan du projet purement financier et purement économique sur quelque chose d'un peu plus altruiste. Où on va justement, grâce à l'apport à la décentralisation de production électrique, on va être capable de soutenir des réseaux électriques, on va être capable de délester des zones où il y avait une concentration de demande, des nœuds électriques, comme par exemple en région PACA ou en Bretagne, où il y avait des grands besoins de soutien sur le réseau électrique. Le fait d'avoir amené une production décentralisée, ça permet de stabiliser un peu les réseaux électriques et d'éviter ces lignes à ultra haute tension. Le burn-out, quoi. C'est ça, aussi. Le burn-out. On est sur une filière qui est justement pluridisciplinaire. Oui. Venir installer des panneaux photovoltaïques, ça demande plusieurs talents, à la fois d'être couvreur, d'être électricien, maintenant d'être en plus, pour certains projets, d'être plombier en plus. Donc c'est vrai que les installateurs ont cette difficulté-là, d'être en surchauffe l'été, d'être au froid, à la pluie. Des métiers qui ne sont pas faciles tous les jours. Ça marche. Alliance, c'est un distributeur de matériel électrique, matériel photovoltaïque, d'énergie renouvelable, solaire thermique, solaire photovoltaïque et pompe à chaleur. On est sur le marché depuis une vingtaine d'années maintenant. Ça fait 21 ans qu'Anthony a créé Alliance. Notre leitmotiv, c'est avant tout d'être proche de nos collaborateurs, proche de l'humain. On essaye d'amener cette différenciation-là par le service à nos clients qui souvent nous ressemblent. On essaye d'amener cette petite notion humaine en plus. On pourrait tous se transformer en plateforme internet et ressembler en gros à des mastodontes type Amazon. Nous, on fait le choix exactement inverse, c'est-à-dire de venir mettre des gens proches sur le terrain, d'essayer d'être le plus technique possible et d'amener le plus de services possible. C'est ça clairement notre plus-value, aussi bien sur l'autoconsommation que sur le site isolé, parce qu'on maîtrise les deux très clairement. Je suis un ancien client d'Alliance. J'étais installateur moi avant, pour le coup. Et je suis rentré avant tout pour une raison humaine. J'avais envie de travailler avec Anthony, avec les équipes d'Alliance. Nos dirigeants nous amènent cette plus-value humaine. En plus se faire plaisir, c'est une passion, clairement. Je suis directrice
marketing de Dualsun. Je vous présente aujourd'hui notre panneau solaire hybride, notre panneau Spring, qui permet à la fois de produire de l'électricité et de produire de l'eau chaude sanitaire. Donc notre panneau va produire de l'électricité par sa face avant et à l'arrière, comme vous pouvez voir le système qui est mis en place, on a créé et designé un échangeur thermique qui permet justement de pouvoir créer de l'eau chaude sanitaire et de récolter la chaleur pour la maison et pour rendre chaque bâtiment plus autonome en énergie. Enfin, ce qui est intéressant à voir aussi, c'est qu'avec la partie thermique, on va être capable d'améliorer aussi le rendement électrique, ce qui nous permet de venir refroidir les cellules photovoltaïques et du coup d'améliorer le rendement de notre produit. C'est vraiment le produit qui a été lancé par l'avènement de Dualsun en 2010, un produit qui est en constante amélioration, donc on en est à la version numéro 3. Toutes les femmes, voilà, là t'es beau gosse. Sérieux? Là t'es beau gosse. Ah là, faut demander à ta collaboratrice si c'est beau gosse. Bon, Julien, vous êtes spécialiste chez Eclore de sites isolés. Exactement, ouais, ça fait quasiment maintenant 20 ans qu'on est spécialisé dans tout ce qui est énergie solaire et sur la fonctionnalité notamment du site isolé, donc tout ce qui est hors réseau, non connecté à un réseau de distribution. Est-ce qu'on a une limite au solaire réellement? Alors, techniquement parlant, on pourrait aller faire des choses assez complexes. On peut partir de toutes petites applications comme de l'éclairage, toute bête. Et on est capable aujourd'hui d'aller techniquement jusqu'à de la sécurisation de réseau. Enedis notamment dans les îles, on en fait. Donc, techniquement, j'ai envie de dire presque tout est possible. Et après, effectivement, il y a quand même un rapport financier à trouver puisque en site isolé, il faut qu'on stocke l'énergie, donc on stocke dans les batteries. Et clairement, aujourd'hui, c'est ce qui coûte le plus cher. Alors ici, on a représenté vraiment, on a voulu standardiser un petit peu le site isolé en amenant un système qui est dans un coffre, complètement prééquipé, précablé par Eclore. D'accord. Effectivement, on retrouve la base du photovoltaïque en site isolé, donc encore une fois sur un site non raccordé à un réseau d'électricité. Donc là, voilà, c'est un exemple de système précablé. On a la batterie en dessous, et nous on a conçu en fait. Ah oui, je la vois. Oui. Exactement. Et on a conçu en fait 4 générateurs avec 4 puissances, de 0 à 1 kW crête en puissance photovoltaïque installée, pour répondre à des besoins qui vont de l'éclairage simple à frigo, cafetière, des petits appareils, recharge de téléphone, recharge d'ordinateur. C'est vraiment tout à fait… on peut aller dans des applications résidentielles assez importantes. Assez large. Exactement. Et après, tout va dépendre de l'utilisation. On va adapter les produits qui iront avec. Ouais, en plus, on a voulu simplifier l'installation parce que quand on est sur ce type de système, on s'imagine qu'on a les panneaux solaires qu'on va fixer sur une petite toiture ou au sol avec des cornières en aluminium. Donc on simplifie l'installation. On rentre ici par les presse-étoupe avec 2 câbles. On vient se connecter directement sur les borniers et l'installation est terminée. Donc en plus de bien fonctionner, d'être avec du matériel professionnel, on est sur un système qui est super facile à installer. La caisse est étanche. Donc c'est quelque chose qu'on peut mettre dehors sous un appentis. On n'a aucune problématique. On a simplifié vraiment le site isolé. On peut imaginer une application résidentielle, comme on vient de parler. On peut imaginer une application aussi professionnelle. On a souvent des demandes, par exemple, pour rendre autonome des caméras de surveillance, par exemple, sur des sites. Oui. Ça peut être aussi sur des petits sites télécoms et autres, des petits sites météorologiques. Donc c'est aussi bien sur l'application de particuliers que professionnels. En fait, en gros, l'image, on remplace, tu sais, un petit groupe électrogène. Où les mecs, ils arrivent avec leur gasoil, tout ça, bah, tu mets ça à la place. On est deux entités différentes. Ouais, ça fait 3 jours, effectivement. On a préparé lundi le stand. C'est un marché qui n'est pas encore à maturité, mais qui arrive prochainement à maturité, aussi bien sur le segment résidentiel que sur le segment collectif, parce qu'il y a vraiment plusieurs métiers dans nos activités. On a le résidentiel qui est le marché de demain, où les gens vont vouloir de toute façon réduire leur facture énergétique, puisqu'elles sont de plus en plus lourdes. On est face à des gens depuis les premiers confinements, des gens qui ont investi dans des piscines, des gens qui ont investi dans du confort dans leur habitation, tout ce qui est clim, etc. Donc ils consomment de plus en plus. Et au bout d'un moment, quand ils voient la facture arriver, qu'est-ce qu'ils se disent? Il va falloir que je la réduise cette facture. Donc ils pensent à l'énergie solaire. Donc on sait que l'énergie dépend d'une bourse européenne pour la France. Est-ce que le solaire devient finalement rentable pour la population qui s'installe? Oui, le solaire c'est rentable aujourd'hui. Le solaire c'est rentable pourquoi? Parce qu'on a une énergie qui est gratuite. Hormis l'investissement de départ, on a une énergie gratuite qui est le soleil. Et ça, jusqu'à preuve de contraire, le soleil il est encore là et il sera là encore longtemps.
Donc bien sûr que c'est rentable. Évidemment. Est-ce qu'on peut fact-checker cette information? Est-ce que le soleil sera encore là l'autre? Écoute, aujourd'hui, et par contre, la base de que ce soit rentable, c'est aussi d'acheter au bon prix. Donc, moi, je conseille toujours le client particulier ou l'industriel qui veut investir de passer par des entreprises qui sont formées, qui sont qualifiées et qui pratiquent des prix évidemment plus que corrects. Tout le monde doit vivre, mais tout le monde ne doit pas faire n'importe quoi. Donc c'est très important aussi pour que ce soit rentable. Il faut qu'il y ait cette économie-là qui perdure et qui soit propre. Alors Eclor, nous on est vraiment un spécialiste de l'énergie solaire. On travaille aussi bien sur la production d'eau chaude en solaire thermique que sur la production d'électricité, donc en photovoltaïque. Et mon métier, moi, c'est derrière de revendre le matériel à des professionnels qui vont installer derrière le matériel. Et j'ai surtout une super équipe en interne qui fait toutes les études et le dimensionnement, des vrais professionnels qui sont là depuis, pour certains, depuis plus de 10 ans dans l'entreprise. Merci. Merci à vous. Pour ces explications. Dispositif édition 2021. Là ici on va être en mode caméra pas cachée mais que les gens ne voient pas. Et on va tourner auprès de certains personnages qu'on apprécie énormément et sincèrement dans la filière. Alors, nous on va faire un petit plan de montage, c'est-à-dire on va aller là-bas. Ouais. Si tu vous allez venir comme ça. Et on va venir par là. Ok. Hein? Moi je reste assis où alors? Je me mets là? Ouais, tu fais semblant de bosser. Ok. Et je viens Semblant de bosser. Attends, mais je sais, ça je le fais très bien. Mais ça se voit direct, excuse-moi. Ça je le fais ça se voit direct. à merveille. Tiens, on va aller voir Mathis en face qui va nous expliquer l'autoconsommation. Mathis. Bonjour. Bonjour. Tu fais quoi chez Enphase? Alors moi je suis le responsable des ventes France chez Enphase. J'ai intégré la société il n'y a pas longtemps, j'ai 13 ans d'expérience dans le photovoltaïque et mon rôle essentiellement c'est d'être au contact des installateurs pour promouvoir la marque, les aider, comprendre aussi leurs besoins et puis répondre au maximum à leurs demandes. Donc Enphase, vous êtes spécialiste dans l'autoconsommation? C'est ça, en fait, Enphase, on est plutôt spécialiste même de l'énergie photovoltaïque, mais l'énergie aussi dans un sens plus global. D'ailleurs, le nom, c'est Enphase Énergie, et il y a une raison pour ça. Effectivement, le premier métier, c'est la fabrication de micro-onduleurs, donc qui est le convertisseur de l'électricité en courant direct, en courant alternatif pour notre consommation quotidienne à la maison. Et maintenant, Enphase aussi s'étoffe avec une offre de batterie, de stockage et également à l'avenir aussi avec d'autres caractéristiques, avec notamment les bornes de recharge. Donc on imagine vraiment tout un écosystème autour de l'électricité autour de la maison, autour du résidentiel et puis même aussi dans un avenir un peu plus lointain sur le tertiaire. En gros, l'autoconsommation, c'est quoi? Alors l'autoconsommation, c'est de pouvoir consommer l'énergie photovoltaïque produite à l'instant T pour alimenter les consommables de la maison en journée. Donc effectivement, c'est un principe qui est arrivé sur le marché français en 2018. Autrefois, c'était plutôt de la revente complète avec un tarif d'achat réglementé par EDF. Aujourd'hui, maintenant, on est sur l'autoconsommation et dans le monde entier, la plupart des installations résidentielles se font en autoconso pour consommer tout ce qu'on produit à l'instant T. Alors, j'ai entendu quelque chose beaucoup parler sur ce salon, c'est les onduleurs et les micro-onduleurs. C'est quoi la différence? Quelles sont les caractéristiques de chacun? Alors, un onduleur, ça va prendre l'électricité produite d'une chaîne de modules. Donc, on va assembler les modules les uns à côté des autres et tous ces modules-là vont faire une chaîne, ce qu'on appelle onduleur de chaîne ou onduleur string. Et ensuite, va être convertie cette énergie, c'est du très haut voltage, qui va être converti par l'onduleur central. C'est un onduleur pour 10, 20, 30 modules. La caractéristique de Enphase, c'est de dire, d'axer sur la sécurité et de dire, chaque module va produire indépendamment son énergie et donc sur chaque module, on va avoir une conversion DC-AC et avoir aussi moins de risques d'électrocution. Pour les gens qu'on aurait pu décrocher, un module, on parle de panneau photovoltaïque. Un module, c'est un panneau. Tout à fait.
Aujourd'hui, les puissances sont de 375 watts à 450 watts. Et effectivement, c'est ce qui se fait sur le marché. Ce qui repose, comment le succès d'Emphase, c'est quoi? C'est la qualité. Ça, c'est vraiment essentiel. Parce que mine de rien, en fait... Attends, sens de plan. Est-ce que c'est pas un argument commercial qui ne marche pas? Non, c'est ça, c'est un... Tout le monde nous dit, madame, c'est de la qualité. Non, c'est un contre-argument, parce que un des arguments forts vraiment d'Emphase, hein, c'est... vous voyez comment il est compact, le micro. C'est qu'il y a beaucoup moins de composants que par rapport aux anciennes versions. Donc plus le temps passe, plus ça devient... Enfin, on rétrécit. Simplifié. Et plus on simplifie, moins il y a de risques de panne sur les 25 ans. C'est quand même garanti 25 ans et les chiffres de retour sont extrêmement faibles. On les calcule, c'est des taux de panne par million et on fait partie des plus faibles du marché à ce niveau-là. Quelle est votre approche sur le photovoltaïque dans le futur? Alors, il y a un chiffre qui est assez impressionnant sur 2021. Plus de la moitié des nouvelles installations mondiales de production d'électricité sont d'énergie renouvelable. Et dans l'énergie renouvelable, le photovoltaïque a la part la plus importante. Dedans, on compte aussi l'éolien et aussi l'hydraulique, mais le solaire reste le plus important dans les nouvelles capacités. Donc on est dans une dynamique extrêmement positive. Les prix de l'énergie, surtout aujourd'hui, on le sent vraiment, ne font qu'augmenter. Et à contrario, les prix du solaire ne font que baisser. Aujourd'hui, c'est extrêmement rentable d'investir dans le photovoltaïque. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que le marché est en train de croître. Le marché du résidentiel, par exemple, sur le marché français, a augmenté de 70% entre 2020 et 2021. Et on attend, à chaque fois, moi j'aime bien dire que même si ça fait 10-15 ans qu'on connaît cette technologie et qu'on est sur le marché, on n'est qu'au début. Donc ça veut dire oui, parce que quand on regarde l'Allemagne, on a au moins 10 ans de retard par rapport à eux, vis-à-vis d'eux. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Peur quand on parle de sites isolés. Cherche pas. Mange ton croissant. Mange ton croissant. Là tu pourras couper. Ces dernières années, les métiers qui sont relatifs au bâtiment et à l'énergie ont beaucoup évolué. À savoir que par le passé, on construisait énormément en béton, désormais on construit plus en architecture bois, la réglementation a évolué. Dans le même temps, la production d'énergie a également évolué puisqu'on s'oriente désormais vers plus de décarbonation. Ça laisse de la place bien évidemment à de nouveaux acteurs, mais surtout à des mutations dans les métiers. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on construit des bâtiments, on construit des maisons, on produit de l'énergie, mais d'une manière plus propre. Nous, avec Emploi Environnement, nous sommes là pour accompagner la tendance et mettre en regard les candidats qui ont des formations spécifiques qui sont adaptées aux enjeux d'aujourd'hui, aux entreprises qui sont dans une logique de mutation. Comment ça marche alors la quali? Comment je me qualifie? Je suis artisan, j'ai envie de me qualifier, ça marche comment? Alors une qualification, je vais vous montrer, c'est on l'obtient pour 4 ans. Chaque année, on va faire un suivi annuel où on va vérifier certains critères, notamment sur les assurances, le référent technique, etc. Donc tous les ans, on va avoir un certificat qui est valide pour 12 mois. C'est avec ce certificat qu'on va pouvoir faire bénéficier des aides de l'État ou pour le privé avoir le raccordement électrique. Pour obtenir une qualification, on va devoir monter un dossier auprès d'un organisme de qualification comme le nôtre. Et on va vérifier nous, des critères généraux sur tout ce qui est l'activité d'installation de l'entreprise, ses assurances, sa sinistralité, ses moyens techniques, humains, financiers et au niveau du matériel. On va aussi devoir vérifier tout ce qui est critères techniques. Dans les critères techniques, il y a s'assurer de la compétence de l'installateur. Donc pour ça, il faut justifier d'au moins un référent technique dans l'entreprise. Donc pour valider la compétence, il faut avoir validé une formation courte ou longue sur la qualification ciblée. On va vérifier aussi l'expérience de l'entreprise. Pour ça, ils vont devoir nous donner des preuves d'installation réalisées. Donc 5 installations réalisées qui seront par la suite auditées. On va leur en demander régulièrement. Si l'entreprise elle est par exemple toute nouvelle et elle ne peut pas avoir de référence, on va lui octroyer une qualification probatoire. Donc elle aura 2 ans son RGE.
Et au cours de ces 2 années, elle va pouvoir faire des installations et là, elle nous fournira les preuves de ces installations qui seront par ailleurs d'application auditées. Et si elle nous a fourni toutes les installations requises, elle bascule automatiquement sur un cycle de 4 ans. Et ensuite, donc il y a le contrôle des installations avec les audits et on va aussi vérifier. Ils ont un engagement qualité à respecter, notamment être force de proposition et de conseil pour les particuliers. Donc finalement, si on croise un artisan qui a une qualité RGE, que ce soit Qualipac, Quali-PV, etc., on est plus ou moins sûr du professionnalisme de l'entreprise. Tout à fait. Et surtout, on s'assure aussi qu'on l'organisme de qualification à vérifier qu'ils avaient bien toutes leurs assurances, la sinistralité, qu'ils étaient bien couverts pour les installations. C'est un gage de sécurité pour les clients. Tout à fait. Exactement. Une SAS sans but lucratif. C'est ça. En fait, Sorens, c'est l'éco-organisme qui s'occupe de la collecte et du recyclage des panneaux photovoltaïques en France. Donc on collecte partout en métropole et en Outre-mer. Alors pourquoi but non lucratif et pourquoi une SAS? C'est assez simple. En fait, l'éco-organisme, ce n'est pas un statut juridique, mais on est une société dont la gouvernance est assurée par les acteurs de la filière photovoltaïque et qui s'assure qu'on collecte et qu'on recycle bien les panneaux dont on parlait. Et ça, sans but lucratif, c'est-à-dire que pour être un éco-organisme, il te faut un agrément de l'État par les pouvoirs publics. C'est le ministère de l'Environnement, le ministère des collectivités locales, le ministère des Finances qui en sont signataires et qui présentent un cahier des charges auquel on est candidat et on a cette autorisation finalement d'exercer. Et elle impose notamment la non-lucrativité. Mais c'est une très bonne chose en fait parce que la non-lucrativité, c'est aussi de dire que c'est un problème ou en tout cas une solution, une opportunité pour toute la filière photovoltaïque. Demain, moi j'aime bien prendre l'exemple du Pepsi. Si je te dis que Pepsi c'est cancérigène, tu ne vas pas te ruer chez Coca-Cola. Et ben, les panneaux photovoltaïques, si demain il y a quelqu'un qui fait n'importe quoi, ça fait du mal à tout le monde en fait. Et donc c'est non lucratif parce que ce n'est pas un objet de concurrence ou de différenciation entre les acteurs de la filière. Il faut qu'on soit tous exemplaires et il faut qu'on fasse les choses correctement pour le client final, pour le consommateur, pour le citoyen. Et la non-lucrativité, ça sort finalement le côté concurrentiel et qui pourrait être aussi la tentation de faire les choses moins chères, pourquoi pas, mais peut-être moins bien. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi à n'importe quel prix, mais que la discussion prend aussi une dimension qui est différente, qui est plus sur les performances environnementales, qui permet aussi de soutenir l'économie sociale et solidaire. On fait beaucoup d'insertion. Voilà. Est-ce que ça veut dire que tu t'inscris dans un principe de bien commun? Absolument. En fait, on n'est pas un service public, mais on est un service d'intérêt général. C'est le niveau en dessous en termes réglementaires, mais ça veut dire ce qu'on fait, on le fait finalement pour le bien de la filière, pour le bien de tout le monde. Mais c'est normal, c'est ce qu'on appelle en droit la responsabilité élargie du producteur. Alors il y a ce terme que j'aime pas forcément trop, mais qui est celui de pollueur-payeur, que les gens connaissent un peu plus. C'est de dire, tu mets un produit sur le marché en tant que producteur, tu assumes la gestion des coûts en fin de vie. Ça veut dire que demain, si tu mets un produit très néfaste pour l'environnement et tu as une externalité négative qui est importante, bah toi en tant que producteur, tu vas la subir finalement. Ça ne va pas être un coût qui va être socialisé. Donc, ton intérêt en tant que metteur sur le marché, en tant que fabricant, en tant qu'importateur, c'est aussi de prendre des produits qui ont des vertus environnementales parce que tu auras un impact moindre, donc potentiellement d'une externalité négative moindre, voire pas du tout, et donc tu vas faire des économies aussi, entre guillemets. Donc c'est un système qui est très vertueux puisqu'il incite ceux qui ont les leviers d'action, et je pense beaucoup à l'éco-conception qui est un grand sujet en ce moment sur les panneaux photovoltaïques, mais sur les produits en général, de se dire comment je peux améliorer les choses parce que finalement c'est bon pour mon business. Quel est le principe du business model? Ça marche comment? C'est les distributeurs, c'est les fabricants, qui c'est qui te rémunère à part des subventions pour leur public? Alors on n'a aucune subvention des pouvoirs publics pour commencer. Alors le business model d'un éco-organisme c'est assez simple. On a des coûts de collecte et des coûts de traitement et on a ce qu'on appelle des recettes matières. Et il y a un écart qui est financé par l'éco-participation. L'éco-participation, elle nous est payée par le metteur sur le marché qui la refacture jusqu'au consommateur final. Donc in fine, plus tu consommes, plus tu payes parce que tu produis plus de déchets. Donc moi ça me semble juste et ça me va bien comme fonctionnement. En fait, nous, notre objectif, au-delà des performances environnementales, simplement sur les questions, si on regarde les questions de coût,
L'éco-participation, c'est le delta entre la valeur qu'on crée et les coûts qu'on génère pour protéger l'environnement et faire les choses correctement. Et ben, si on veut réduire l'éco-participation, finalement, j'ai deux leviers. J'ai baissé mes coûts en négociant mieux avec mes prestataires, mais j'ai aussi mieux recyclé. Mieux recyclé veut dire une fraction de plus grande qualité, donc il y aura une plus grande valeur sur le marché de la revente secondaire. Et donc, moi, ce qui m'importe, c'est pas le coût du recyclage dans l'absolu, c'est la différence entre le coût du recyclage et le coût du traitement. Et moi, je trouve que c'est là que ça devient passionnant. Parce que tu te dis, mon but, c'est pas de recycler pour le moins cher possible, ce qui, quand tu tires trop sur la corde, elle finit par casser. Et tu as des gens qui pourraient ne pas faire les choses comme on souhaiterait qu'elles soient faites. Mais de se dire, en fait, si en recyclant mieux, j'ai un retour sur investissement avec des recettes matières de meilleure qualité. Et nous, on en est convaincus. Mieux recycler, c'est moins cher en fait. Alors du coup, concrètement, moi j'ai eu une installation solaire sur mon toit ou dans mon jardin. Il est temps de le changer parce qu'effectivement, c'est pas... Bien sûr. Ça dure pas 50 ans. Je m'adresse à qui? Je fais comment? Alors là, c'est simple. Alors, ça dépend des quantités. Alors pour ton installation sur ton toit, a priori, c'est une petite installation, 10-12 panneaux, peut-être 16. En tout cas, moins de 40. Moins de 40, il faut aller sur soren.eco, chercher point d'enlèvement. Et c'est géolocalisé, c'est mis à jour en permanence et on trouve autour de chez soi les points les plus proches, sont principaux des distributeurs. Et c'est sans frais, c'est-à-dire que si tu as des panneaux, la reprise, ouais, jamais. Parce qu'en fait, tu as payé l'éco-participation, donc c'est pas gratuit, mais c'est sans frais au moment où tu veux t'en défaire. Mais comme quand tu te défais d'une pile, d'une ampoule, tu vas dans ton supermarché local, on ne te pose pas de questions, voilà, tu la déposes, c'est fait. Et ben c'est pareil. Si en revanche tu as une grande quantité, je pense notamment à des agriculteurs qui ont des installations un peu plus grandes sur des hangars ou des gens même dont c'est le métier, au-delà de 40 panneaux, donc 2 palettes, là directement, toujours soren.eco, mais là on fait une demande d'enlèvement, on remplit, on pose quelques questions, il faut mettre des photos, on demande voilà, comment on peut y accéder, tout. Toujours pareil, c'est sans frais. Et là, c'est nous qui envoyons le camion directement sur le chantier. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est si tu es installateur, tu es considéré comme distributeur au sens de la réglementation. C'est-à-dire que tu as une obligation d'informer tes clients que pour tout panneau vendu, tu lui reprends, s'il te le demande, gratuitement toujours, c'est la contrepartie logique, un panneau. Donc, si moi, je viens chez toi demain, je t'achète 12 panneaux et que j'ai une ancienne installation de 12 panneaux, bah, tu es obligé de me les reprendre. Et si j'ai 16 panneaux, comme tu es commercial, tu vas quand même me reprendre 16, même si je t'en achète que 12. Et puis il y en a qui vont plus loin, ils font le 1 pour 0. Je t'en achète 0, mais je te reprends. Nous, ce qu'on fait, c'est on est en contrat avec ces gens quand ils sont point d'apport volontaire. Ils ont un soutien financier à la massification, parce que bah, ils font un travail aussi, bon, c'est pas des milliers des cents, mais voilà. Et en fait, eux, dès qu'ils ont 2 palettes, même règle que précédemment, ils peuvent nous appeler et nous dire exactement. Et là, on envoie un camion sur le point d'apport volontaire. Et s'ils ont plus que 2 palettes, s'ils ont 14 palettes, par exemple, ils ont genre, je crois, un soutien 300 ou 400 euros, j'ai plus les chiffres exacts en tête. Mais voilà, parce qu'ils ont massifié. Parce que ça veut dire que moi, je préfère t'envoyer une fois un camion et que tu le charges à bloc que t'envoyer 4 camions tous les 2 mois. Et tu me fais faire des économies logistiques, bah, je te rends de l'argent, je te donne un peu d'argent parce que moi, ça m'a quand même coûté moins cher in fine, donc je suis gagnant dans tous les cas, mais je partage aussi mon gain parce que tu as fait un effort. Merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Merci. Ah, c'est toi là? Ouais, c'est moi. Là, t'es en train de... Tu enregistres. Donc en fait, dans le solaire, en fait, le changement qui est en train de s'opérer, c'est le fait que l'énergie coûte très cher maintenant sur le réseau. On n'est plus à parler de dire on a des fabricants d'électrons qui injectent en fait sur le réseau et qui le vendent. C'est pas pour le vendre en fait. Maintenant, l'intérêt c'est de le produire pour soi. Et il y a beaucoup plus. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'électron coûte beaucoup plus cher sur le réseau. Il coûte plus cher à produire, plus ou moins. Ça reste volatile. Par contre, il coûte cher en fait, c'est à transporter. À distribuer. Et comme il y a beaucoup plus de monde à aller chercher de l'électron sur le réseau, bah, l'offre et la demande, hein, le marché fait que c'est de plus en plus coûteux. Qu'il explose. Donc maintenant, le solaire, on en rentre maintenant sur cette logique d'autonomie. Alors nous, chez Enerfox, par contre, l'autonomie, on n'est pas très pro batterie. Parce qu'on pense qu'écologiquement, justement, là, il y a un souci. Donc on est plutôt à dire, il faut raisonner à faire du stockage dans l'usage. Donc on commence enfin ça fait un petit moment qu'il y a eu des solutions qui sont sorties plutôt sur le résidentiel, des solutions comme ça. Nous on a plus tourné en fait notre solution pour les pros. Il faut savoir qu'en fait en France, tu as 40 millions de points de livraison d'électricité. Sur les 40 millions, tu en as 2%
qui consomment 50% de la totalité du besoin. Et c'est les pros, c'est l'industrie, c'est le tertiaire, etc. Donc nous on s'est concentré sur ces gens-là et on leur apporte en fait la possibilité de modifier leur comportement en fonction de la production solaire pour maximiser en fait le taux d'autonomie, mais sans forcément stocker dans une batterie. Si on va chercher en fait à modifier leur profil pour qu'ils consomment au moment où il y a de la disponibilité solaire. Et vous recrutez chez Enerfox? Donc ouais, on recrute trois commerciaux sur la France, plutôt un profil technique, et puis qui s'éclatent à aller voir des industriels et les faire réfléchir sur leur façon de consommer. Il y a plutôt, on manque de main d'œuvre que de. C'est plutôt les plus intéressants en plus, ça c'est plus valorisant. Alors ouais, nous on est créé depuis 2018, on a lancé on va dire l'offre commerciale depuis 2019. On s'est un peu cherché sur le modèle économique qu'on voulait et maintenant on a un modèle économique qui est viable. Donc maintenant on a besoin de gens pour aller prêcher. Alors nous ce qu'on appelle la Fox Attitude, c'est un peu notre et nous on le voit bien quand on parle de marque employeur, il y a le côté écologique qui est vraiment important sur la génération là qui arrive, qui cherche du boulot, elle cherche un sens à chaque fois dans son travail. C'est pas que l'argent. Donc c'est en train de changer. Il y a un message positif dans tout ça, quoi. La filière, je la sens plutôt pas mal. Moi j'ai connu les belles années du solaire jusqu'en 2011 avant le moratoire. Donc on parlait beaucoup d'argent. Et là, on ne parle pas d'argent en fait, on parle beaucoup plus de projets raisonnés. Alors tu as malgré tout les requins qui tournent autour et qui essaient de voir comment ils peuvent prendre le pognon là-dedans. Mais la filière est plutôt bien structurée maintenant. Il y a des garde-fous pour éviter d'avoir les problématiques d'éco-délinquance. Nous, on est assez proche d'un groupement qui est le GMPV, qui est une émanation en fait, de la Fédération française du bâtiment et qui fait hyper gaffe là-dessus, qui communique beaucoup sur justement l'éco-délinquance et éviter que le particulier puisse se faire avoir sur des promesses qui ne peuvent pas être tenues. Et c'était vrai ce que je vous ai dit, hein. C'est pas du mytho. Le pire c'est que c'était vrai. 3 jours, ouais. C'était top. Mais ce que je remarque, c'est que vraiment qualitativement, les installateurs qui sont venus, c'était vraiment des installateurs qui avaient vraiment beaucoup de besoins, beaucoup de choses à dire. Et donc pour moi, c'était une mine d'informations. Et on est très content de rencontrer de super profils sur le salon. Donc on a espoir pour l'avenir, voilà.